Chers amis, bonsoir, vous êtes sur Paix et Guerre. Je vous retrouve pour une 98e mondoscopie. Nous sommes le 19 novembre 2025. On pourrait appeler cette mondoscopie le suicide de l'Europe non assisté ou le cirque européen en tournée permanente. Je ne sais pas encore ce que je vais donner comme nom à l'émission, mais c'est ça que ça m'inspire. Alors, dans le programme ce soir, en fait, je vais faire des petits focus sur ce que j'appellerais moi des points d'intérêt dans le contexte actuel d'une sorte de marche délirante et aveugle, somnambulesque, à la guerre de l'UE, de l'OTAN contre la Russie. Bon, c'est vraiment... Voilà, donc ces points d'intérêt, ils sont d'importance variable, mais ils ont tous en commun d'être des signaux qui ne sont pas faibles, comme on dit dans le métier. Alors, je vous les nomme. D'abord, le sabotage d'une voie ferrée en Pologne. Voilà, on va en parler. Les manœuvres occidentales autour de Kaliningrad, j'en ai déjà un peu parlé, mais bon, voilà, c'est un élément d'ambiance, on va dire. Le vol programmé des fonds russes et les problèmes que ça pourrait engendrer. Le vol par l'UE, hein, bien sûr. L'accord franco-ukrainien historique de lundi dernier, d'avant-hier, et la commande par l'Ukraine de 100 rafales, rien moins. Deux derniers points, les affaires de corruption autour de Volodymyr Zelensky. Et enfin, ce qu'essaient de faire les Britanniques. On a d'ailleurs un peu de mal à comprendre ce qu'ils essaient de faire, mais en tout cas, ils font bande à part, entre guillemets, et Moscou n'en pense pas moins. Bon, alors je commence tout de suite par le premier point. Ah oui, non, et je vous dis évidemment que ce samedi à 11 h, vous avez le deuxième entretien d'une série. Alors, le troisième ne sera pas la semaine d'après, mais dès que je pourrai. Mais il va y avoir toute une série d'entretiens géopolitiquement incorrects. Ils paraîtront le samedi à 11 h. Le premier, c'était Florian Philippot. Le second, ce sera donc Nicolas Dupont-Aignan ce samedi à 11 h sur leur vision à chacun. Il y aura des souverainistes de gauche et de droite d'ailleurs, mais leur vision à chacun des questions de politique étrangère, de défense, de stratégie, de positionnement de la France dans le monde, etc., etc. Pour essayer de faire un peu le point du paysage souverainiste français. Bon, alors je reviens à mon premier point, donc le sabotage d'une voie ferrée en Pologne, qui paraît quand même extrêmement douteux. Alors c'était il y a quelques jours. Ça peut être les Russes, évidemment, c'est ce qu'on a dit immédiatement. Ça pourrait être aussi un false flag, une attaque sous faux drapeau, qui viserait à miner le processus en cours de désescalade entre la Pologne et la Biélorussie, qui avait des tensions, bien sûr, et aussi, bien sûr, l'objectif d'un tel false flag, ce serait de provoquer une détérioration des relations entre la Russie et les États-Unis. Bon, ça arrive 6 semaines après que le SVR, donc le service de renseignement extérieur russe, est prévenu, est alerté sur justement une attaque de ce type qui pourrait être à la fois polono-ukrainienne, si vous voulez, attaque sur des infrastructures critiques en Pologne. Bon. Donc, les Russes avaient manifestement quelques insights, n'est-ce pas? Pardon, j'emploie beaucoup trop de mots anglais, je suis désolée. Enfin, ils avaient en tout cas peut-être des informations qui leur ont permis de dire ça. Alors, les faits, d'abord, c'est que entre Varsovie et Lublin, il y a une voie ferrée importante qui d'ailleurs sert au transport de l'aide militaire à l'Ukraine, et les enquêteurs polonais ont donc dit qu'il y avait eu une explosion sur cette voie ferrée à la hauteur d'un petit village qui s'appelle Nika, et que
ça leur semblait évidemment éminemment suspect et évidemment criminel. Alors évidemment, aussi, le Premier ministre que tout le monde connaît, Donald Tusk, Premier ministre polonais, a immédiatement dit que c'était un acte de sabotage sans précédent, que ça mettait en danger directement la sécurité de la Pologne, de l'État polonais, de son peuple, que évidemment cette route était cruciale c'était une route effectivement pour la délivrance de l'aide à l'Ukraine. Et il a dit, nous attraperons les responsables, quels qu'ils soient. Bon. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu surtout, ça a été le déclencheur, et je pense que c'était l'objectif, a priori, d'une nouvelle vague de propagande, si vous voulez, lancée par Tusk lui-même, bien sûr, mais par tout un tas de gens en Pologne et autour, en propagande anti-russe, naturellement. Tusk, pourtant, alors parce qu'on a arrêté des gens, un peu comme Nord Stream, on avait arrêté des Ukrainiens, là aussi on a arrêté des Ukrainiens, mais évidemment, Tusk essaie de faire croire à tous les Polonais, manifestement, que même les Ukrainiens travaillent pour les Russes, et tous les Ukrainiens, quasiment, coupables de choses comme ça, travaillent pour les Russes, bon, ce qui est comique, même s'il y en a certainement de nationalité ukrainienne qui travaillent pour les Russes, évidemment. Mais bon, bref, en tout cas, même si on a trouvé des Ukrainiens, j'allais dire les mains dans le cambouis de cette opération, eh bien c'est quand même les Russes, voilà. On n'est plus à ça près, vous me direz. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est le contexte autour de cet incident qui, évidemment, permet de lui donner un certain sens. La Pologne venait de réouvrir ses deux frontières ces deux points frontaliers, si vous voulez, avec la Biélorussie. Elle les avait fermés en septembre parce qu'il y avait des manœuvres russo-biélorusses qui s'appellent Zapad, qui sont des manœuvres habituelles, mais là c'était la version 2025. Donc elle avait fermé, ce qui est assez logique, ses frontières. Le même jour, donc le jour de l'incident là, sur la voie ferrée, le chef d'état-major des armées polonaises, Wiesław Kukula, a dit qu'en fait la Russie était en train de se préparer à la guerre contre la Pologne, qu'il construisait un environnement propice pour créer les conditions favorables à une agression potentielle sur le territoire polonais. Tusk lui-même en avait déjà mis une couche la semaine d'avant. Il avait expliqué qu'il y avait des attaques récentes sur les systèmes digitaux numériques de la Pologne, et pas seulement sur le système de paiement électronique BLIK, mais qu'il y avait un certain nombre d'autres attaques, et que tout ça, c'était des attaques de sabotage et de harcèlement. Peut-être. Encore une fois, je ne sais pas qui a fait ça, et je ne prendrai pas la responsabilité d'attribuer une responsabilité. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont c'est instrumentalisé. Voilà. Soit que ça a été perpétré pour l'instrumentaliser, donc par les Polonais et les Ukrainiens eux-mêmes, soit que ça existe et qu'on s'en serve pour relancer, bien sûr, la machine à panique, la machine à peur auprès du peuple polonais. Bon, et donc Tusk a dit, mais il y en aura de plus en plus des attaques de cet ordre, des sabotages de cet ordre. Poutine mène une guerre contre l'Ouest, c'est plutôt l'inverse, mais enfin bon. Et bien sûr, il y a une cinquième colonne, ça part aussi de l'intérieur de nos sociétés. Il a des outils, des moyens et donc des assets, en fait, des agents qui vont lui permettre de détruire l'Union européenne comme organisation, mais aussi l'Europe, naturellement, comme phénomène culturel, rien moins, c'est très, très important pour la Russie, évidemment. Et donc, voilà, donc il a sonné le tocsin. Il faut se rappeler aussi qu'il y a 2 mois, il y avait eu des drones, des drones leurres, si vous voulez, russes, qui avaient pénétré l'espace aérien polonais, mais en fait c'était plutôt dû à des manœuvres de brouillage de l'OTAN
qui en fait les avait déroutés et les avait fait entrer très brièvement dans l'espace aérien polonais. L'OTAN avait essayé de les faire tomber. Il y avait une sorte de missile donc endommagé par cette représaille de l'OTAN qui était tombé sur une maison. Et là, déjà, les Polonais avaient expliqué que c'était dû à la Russie, que c'était une attaque russe. Bon, finalement, non. Et il faut savoir aussi qu'en Pologne, bien sûr, il y a une lutte politique interne très vive entre le Premier ministre Tusk et le président Karol Nawrocki, et qu'il s'agit de le pousser aussi à, j'allais dire, à la faute et à la réaction outrancière, à la surréaction. Bon. Parce qu'en Pologne aussi, il y a des ramifications de ce qu'on appelle l'État profond, qui certes a sa tête aux États-Unis, mais a beaucoup, beaucoup de tentacules, jusque dans toutes les sociétés européennes et ailleurs, et que donc il s'agit aussi de pousser les dirigeants polonais, et le président en l'espèce, à une posture agressive, et pourquoi pas d'ailleurs, à une entrée en guerre contre la Russie, bon, aussi fou que cela puisse paraître. Voilà, donc tout ça, si vous voulez, ça montre que cet incident est quand même hautement suspect. Cet État profond, il a déjà essayé de manipuler Nawrocki, et il est évident que, voilà, là aussi c'est du drill, ils font ça régulièrement. Bon, donc tout ça, c'est un contexte à prendre en compte. Alors, on peut se poser la question, et si c'était vraiment la Russie, est-ce que ce serait intelligent pour les Russes de faire ça? Bon, alors d'abord, ils disent qu'ils ne veulent pas, ils le redisent, même si on ne les croit pas. Enfin, ils expliquent que ce n'est pas leur intérêt d'attaquer évidemment un pays de l'OTAN. Donc on ne voit pas très bien pourquoi ils feraient ça, puisqu'en fait, en faisant ça, si on arrive à prouver que c'est eux, eh bien, ça pourrait nuire considérablement aux négociations qui existent toujours, même si elles sont extrêmement discrètes et secrètes, avec les États-Unis, en dépit des postures de Trump et de l'escalade et de nouvelles sanctions, etc., qui a eu lieu il y a un mois. Bon, donc ça ne fait pas sens en fait pour la Russie de perpétrer un espèce de petit acte de sabotage pour remettre en cause tout ce qu'elle essaie de faire, c'est-à-dire de maintenir quand même un lien avec les États-Unis. On le voit d'ailleurs, on vient de le voir avec ce qui s'est passé à Gaza, puisque la soi-disant force internationale de stabilisation, qui est en fait une manière de remettre une chape de plomb sur Gaza, a fait l'objet donc c'était un projet de résolution américain, et que la Russie, comme d'ailleurs la Chine, ne s'y sont pas opposés avec leur veto, mais se sont abstenus. Et c'est passé. Et c'est passé. Voilà. Donc on voit bien que Moscou essaie malgré tout de ne pas donner dans le délire ambiant, de ne pas répondre à toutes les provocations, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense dans nos médias complètement désinformés ou alors ignorants, enfin, ou qui ne comprennent rien à ce qui se passe. Mais bon, donc on ne voit pas très bien à quoi ça aurait servi, si vous voulez. À qui profite le crime? C'est toujours la même question qu'il faut se poser. Donc, voilà, est-ce que c'est... parce qu'en fait, ça aurait juste apporté de l'eau au moulin de tous les va-t-en-guerre. Les va-t-en-guerre, pas seulement polonais, européens et américains aussi, bien sûr. Donc, c'est eux qui profitent de cet incident, parce que c'est à eux que ça permet de refaire monter la sauce de la propagande, d'essayer d'abîmer les relations US-Russie, d'essayer de redonner du fuel à l'épouvantable Lindsey Graham au Congrès, qui a toujours son projet de loi punitif en matière douanière contre les partenaires commerciaux de la Russie, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a une convergence entre le deep state américain, le deep state polonais, les Britanniques, bien sûr, qui ne sont jamais en retard, et bien sûr les Ukrainiens. Et
D'ailleurs, le SVR, donc, qui avait prévenu d'un incident de ce type, a essayé finalement si vous voulez, de désenfler ce type d'occurrence, de la même manière que le SVR avait prévenu qu'il se passerait quelque chose via la Roumanie et la Moldavie. Jusqu'à présent, ça n'a pas eu lieu. Donc, si vous voulez, c'est ça, c'est-à-dire ils expliquent ce qui va se passer très souvent, ils préviennent qu'ils savent, voilà, pour essayer de dégonfler la baudruche qu'on est en train de construire. Bon, donc, ça, c'est l'incident polonais. Tout cela se passe, bien sûr, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est un bruit de fond, mais c'est plus que des signaux faibles, dans cette ambiance délirante de propagande anti-russe et de soi-disant panique face aux intentions guerrières et offensives de la Russie vis-à-vis de l'Europe. Ça va jusqu'au Groenland, hein, puisque bon, on sait quand même que c'est Trump qui avait proposé de faire une intervention militaire s'il le fallait pour s'emparer du Groenland, mais là aussi, et c'est l'OTAN qui essaie de mettre son empreinte dans l'Arctique, clairement, mais c'est quand même encore là la Russie à qui l'on impute une agressivité, n'est-ce pas ? Je parle là du Danemark qui fait cela et qui en fait se sert de ce mensonge pour augmenter son engagement militaire sur ce territoire. Donc la propagande, si vous voulez, bat son plein. Qui menace le Groenland? C'est pas la Russie, c'était les États-Unis il y a encore quelques mois. Mais c'est pas grave, Voilà. Et alors, je parle même pas des Baltes. Et là, je vais revenir bien sûr à Kaliningrad. Enfin, l'ancien président estonien, Thomas Hendrik Ilves, en est arrivé à faire des déclarations récentes qui sont quand même folles, en disant, mais en fait, on a besoin d'une attaque du style, du niveau de celle de septembre 2001 pour enfin convaincre les Européens qu'il faut aller à la guerre contre la Russie, qu'ils doivent faire quelque chose parce que la Russie est extrêmement menaçante, extrêmement agressive, etc. Il a dit ça dans un forum de sécurité en octobre. Et voilà, c'est l'idée que les Européens sont en fait des endormis et que pendant ce temps, la Russie continue ses menaces. Alors, voilà ce qu'il a expliqué, parce qu'il faut quand même que vous le sachiez, parce que sinon personne ne le dira jamais. On ne se rend pas compte en fait des gens par lesquels on est environné dans cette affaire ukrainienne. Et effectivement, quand on prend la mesure de tout ça, on se dit que ouais, on n'est pas près de la paix, on n'est pas près de l'intelligence, on n'est pas près de la diplomatie, parce qu'avec de tels fêlés, si vous voulez, et de telles déclarations, eh ben, on est mal barré, hein, pour parler familièrement. Voilà ce qu'a dit le président estonien. Nous devons travailler sur une zone d'interdiction aérienne qui a été déclarée en février 2025, mais qui évidemment n'a pas été mise en œuvre. Nous pouvons le faire. Il y a 2 mois, les Britanniques et les Américains ont bien fourni du soutien aérien à Israël. On doit faire la même chose pour l'Ukraine. Pour ça, nous avons simplement besoin d'avions qui abattront les avions russes bombardant les villes ukrainiennes. Mais bien sûr. Donc ça, c'est très bien. Donc voilà, ça c'est les déclarations d'un ancien président de la République estonienne, pardon. C'est complètement fou. Voilà, il continue. Pour moi, ce qui se passe en Ukraine, c'est une guerre. Ils n'ont pas envahi notre territoire, mais ils sont en train de mettre en ruine le plus grand hub commercial de l'Europe, l'Ukraine. Nous devons faire comme si nous avions été attaqués, il faut l'admettre. Voilà. Et les politiciens européens l'admettront simplement lorsqu'il y aura eu une véritable attaque du style de septembre 2001. Voilà, du style que celle qu'ont enduré les États-Unis en septembre 2001.
Après ça, ils ne pourront plus dire qu'ils ne veulent rien faire, etc., etc. Donc, c'est juste une rhétorique de malade. Hein, je suis désolée, mais c'est très clair. Bon, alors, il y a aussi, bien sûr, le lituanien, le ministre des Affaires étrangères lituanien Budrys, qui rêve comment dirais-je, en fait, qui rêve, parce que derrière l'histoire de Kaliningrad, donc Kaliningrad, cette petite exclave russe, coincée, si vous voulez, entre Lituanie et Pologne, c'est évidemment, vous savez qu'il y a eu des manœuvres OTAN, enfin voilà, tout est fait pour expliquer que l'OTAN peut en fait interdire l'accès de la Russie à Kaliningrad. C'est ça la menace, et donc on attend que les Russes réagissent, et si les Russes réagissaient, évidemment ce serait un prétexte en or. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est extrêmement dangereux, en fait, de jouer à ces petits jeux. C'est pas un jeu de risque ou un jeu de stratégie sur lequel enfin sur un coin de table un dimanche soir, vous voyez. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'Europe pourrait être plongée dans une sorte de loi martiale, hein, c'est-à-dire passer à l'état de guerre ou de préparation à la guerre, avec tout ce que ça veut dire comme restriction des libertés évidemment individuelles. Et donc on ne se rend pas compte, si vous voulez, cette manière de petits pas dont les peuples européens évidemment sont soigneusement tenus à l'écart. Hein, on ne vous raconte pas tout ça, il n'y a que moi qui le raconte et quelques autres évidemment. Eh bien les peuples européens se trouveraient embringués dans une guerre contre la Russie, dont ils n'ont pas évidemment le premier sou, le premier char, le premier avion, mais surtout pour laquelle ils n'ont peut-être pas envie, pour un pays qui n'est ni européen ni otanien, et contre un autre qui ne nous a pas attaqués, de faire une guerre où leurs enfants pourraient être mis en danger. Le chef d'état-major de nos armées, le général Mandon, s'est manifestement exprimé récemment devant des maires, devant les maires de France, je crois, pour dire qu'il fallait se préparer à la guerre, en fait, et à accueillir des blessés et à voir mourir des fils de France, comme on dit. Voilà. Enfin, tout ça, si vous voulez, quand on envoie les généraux comme ça dire ce genre de choses, out of nowhere, out of the blue, vraiment, eh bien, c'est de plus en plus inquiétant. Moi, c'est vrai que j'ai beau me dire, mais enfin, c'est tellement délirant, ça peut pas être le cas. Mais si, on est en train, on y va, si vous voulez. Donc voilà, donc nous avons les Lituaniens, nous avons les Estoniens, et nous avons bien sûr les Polonais, et le chef d'état-major des armées polonaises, hein, Kukula, il dit carrément que la Russie a commencé à se préparer pour la guerre contre l'OTAN, et contre la Pologne, bien sûr. Voilà. Alors, il y a d'autres petites choses qui méritent d'être mentionnées. Et là, c'est encore le SVR russe qui en parle. Alors, qu'est-ce que ça vaut? On va me dire, mais non, c'est de la propagande russe, c'est n'importe quoi. Mais enfin, quand même, moi je vous le dis, puis en faites ce que vous voulez. Il y aurait des troupes de la Légion étrangère française qui seraient stationnées dans des zones frontalières polonaises, prêtes à être transférées en Ukraine, dans les régions du centre. La France, si jamais cette information venait à être divulguée, dirait qu'elle est inquiète. Mais évidemment, hein, ce ne serait pas pour la guerre, on ne dirait pas que ce serait pour la guerre qu'on prépare ces soldats, ce serait plutôt ce serait un petit groupe d'instructeurs, si vous voulez, militaires, arrivant en Ukraine pour entraîner les forces armées ukrainiennes. Bon. Et voilà. Donc, encore une fois, tout ça est extrêmement dangereux, d'autant qu'il y a un certain nombre d'articles, alors là c'est dans la presse britannique ou américaine, mais dans la presse britannique, le Financial Times, qui rapporte que l'OTAN essaie en fait
est paniqué par les délais qu'il lui faut au stade actuel pour ramener des troupes de l'Ouest vers l'Est, c'est-à-dire contre la Russie en cas d'affrontement, et qu'elle essaie de réduire ces délais, si vous voulez, réduire ces délais qui sont à peu près à l'heure actuelle de 40, qui seraient à peu près à l'heure actuelle de 45 jours, les réduire à 3 ou 5 au mieux. Oui, au mieux. Donc, en temps de guerre, on parle pas maintenant, bien sûr, mais enfin, vous savez, les choses, les armées, ça planifie, ça anticipe, ça prévoit, ça imagine, etc., etc. Donc, il y a un article là du FT, enfin du Financial Times, qui explique que donc ils veulent passer de 40, que l'OTAN, les pays européens de l'OTAN sont en train de réfléchir à comment réduire ce laps de temps nécessaire pour bouger des troupes importantes vers une ligne de front face à la Russie. Évidemment, il y a plein de problèmes, les routes, les ponts, les infrastructures en mauvais état, la bureaucratie, bien sûr, parce qu'il faut rénover tout ça, il faut reconstruire aussi. Et donc, il paraîtrait que les Européens auraient, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui révèle des choses, hein, je lis juste, des réparations, les Européens auraient planifié des réparations d'urgence d'environ 3000 ouvrages d'infrastructures de transport. Bon. En fait, voilà, on continue à se rendre compte en fait qu'on n'est pas en bonne posture pour ce conflit qu'on dit redouté et qu'on appelle presque de nos voeux. Alors évidemment, il y a ceux qui ne sont pas d'accord. Je citerai encore une fois Viktor Orban, je suis désolée. Orban qui dit « J'ai reçu une lettre de la présidente von der Leyen. Elle explique que l'Ukraine a vraiment besoin d'argent. Elle demande aux États membres d'envoyer beaucoup plus d'argent encore. C'est complètement fou de lire ça parce qu'au moment où il devient clair qu'il y a une sorte de mafia de la guerre qui est en train de siphonner tout l'argent des citoyens européens, au lieu de demander une enquête sur tous ces mécanismes de corruption, finalement, et de suspendre tous les paiements vers l'Ukraine, eh bien, la présidente de la Commission demande qu'on envoie encore plus d'argent. C'est vrai que c'est complètement délirant. Donc, et il dit, la Russie, la Hongrie n'a pas perdu complètement son bon sens et nous, on n'est pas d'accord. Bon, ça renvoie bien sûr à l'affaire de corruption dont je vais vous parler plus tard. Mais je voudrais d'abord vous parler de l'affaire des fonds russes, parce que, alors ça on en parle un tout petit peu dans la presse, un tout petit peu, mais si vous voulez, bon, on a eu le cas du Louvre, maintenant on a le cas des fonds russes, là, des fonds russes, des fonds souverains russes, hein, parce qu'il y a des fonds privés, mais il y a surtout des fonds souverains. Bon, ça, à mon avis, c'est beaucoup plus risqué pour les voleurs. Bon, dans quel cadre? Vous savez que il est dit par les Européens que l'Ukraine doit, pour 2026-2027, trouver environ 140 milliards, 70 milliards à la louche chaque année. Bon. Depuis 2022, il y a eu près de 170 milliards d'euros qui ont déjà été versés par l'Union européenne à l'UE. Je ne sais pas si vous mesurez. Donc, que peut faire von der Leyen? Que peut faire la présidente de la Commission? Soit elle appelle les États membres à soutenir directement via des subventions, soit elle fait elle trouve les moyens d'un crédit consenti à l'Ukraine qui serait financé par des emprunts de l'Union européenne ou des États membres, mais surtout de l'Union européenne sur les marchés financiers. Bon. Et puis la troisième option, qui paraît a priori la plus tentante, c'est de voler l'argent russe qui se trouve pour l'instant en Belgique et qui fait l'objet de beaucoup de convoitises. Et on appelle ça, on renomme ça, ce vol caractérisé, un prêt de réparation, puisque
comme on dit que c'est la Russie qui est responsable de tout, c'est la Russie qui va devoir des réparations à l'Ukraine, et donc on peut lui piquer son argent souverain par avance, si vous voulez, pour réparer, reconstruire l'Ukraine en pleine guerre. C'est pas grave. Donc, le problème, c'est que ça, c'est mignon, c'est joli, au pays de oui-oui, c'est formidable, mais on n'est pas au pays de oui-oui, et en fait, c'est une bombe, c'est une véritable bombe à retardement pour l'Europe, pour la stabilité économique et sociale, et politique, n'en parlons pas, de l'Europe. Pourquoi? Parce que ça pourrait ruiner la crédibilité de l'euro si les Européens décident de s'emparer de fonds souverains d'un État, même s'ils le détestent, même s'ils le jugent responsable. C'est-à-dire toute la crédibilité de l'euro qui est fondée sur la confiance, qui est fondée sur la légalité, qui est fondée sur l'idée que précisément quand on met son argent à Bruxelles chez Euroclear, dans cette société qui est une société de compensation, mais qui est une société surtout qui accueille des fonds souverains du monde entier, pas seulement de la Russie, eh bien si on peut se les faire piquer, en fait, à partir du moment où on n'est pas d'accord, ou dans le cadre d'une guerre, ça n'a même pas été fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez. Bon, donc, enfin, Bruxelles nage en plein délire, enfin Bruxelles, la Commission européenne nage en plein délire, et en plus, alors non seulement les Belges qui accueillent cette société Euroclear ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, alors on essaie de les amadouer, etc., parce qu'ils ont peur de représailles juridiques de la part de la Russie, mais aussi, désormais, les Belges sont menacés par la société Euroclear elle-même, qui a ses fonds, de procès, parce qu'elle se retournerait contre eux. Elle se retournerait non seulement contre l'UE, mais elle se retournerait contre eux. Voilà, une fois que les Russes auront lancé des procédures, ou peut-être même avant, elle expliquera qu'elle n'a pas eu le choix, qu'on l'a forcée à voler ses fonds, qu'on l'a forcée à donner ces fonds russes qui sont pour l'instant séquestrés, si vous voulez. Bon. Donc, il faut savoir qu'Euroclear a à peu près un petit 200 milliards d'euros de réserves souveraines russes. Mais elle a aussi ceux, comme je vous le dis, du reste du monde. Donc vous imaginez, c'est comment dirais-je, c'est une crainte tout à fait justifiée qu'elle a, parce qu'en fait, c'est le principe juridique de l'inviolabilité des actifs souverains qui serait remis en cause, c'est naturellement le droit international coutumier, c'est la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, ça expose la Belgique et par extension l'UE à d'énormes dommages et intérêts. Donc il n'y a pas de fondement légal, si vous voulez, à ce vol pour saisir ces fonds. Et donc, Euroclear, comme la Belgique, mais Euroclear a dit qu'elle ne pouvait pas faire ça, en fait, et elle poursuivra l'UE pour avoir forcé des actions illégales, parce que ça voudrait dire que immédiatement, ça déclencherait, si vous voulez, une réaction en chaîne de tous les autres pays, tous les autres déposants souverains, qui retireraient leurs fonds, estimant qu'il n'y a plus de confiance, tout bêtement. C'est la Chine, l'Inde, les États du Golfe, l'ASEAN, l'Afrique, l'Amérique latine, enfin tout le monde, il y a tout un tas d'États qui ont de l'argent là. Donc ils vont décharger, évidemment, ils vont reculer, ils vont éteindre leur exposition en Europe et au sein d'Euroclear. Personne ne gardera de réserve dans une juridiction qui est prête à instrumentaliser l'argent des autres, sans foi ni loi, si vous voulez. Bon. Donc là, ce que les Européens, dans leur panique de trouver de l'argent et de pouvoir démontrer qu'ils soutiennent l'Ukraine coûte que coûte, et parce qu'ils croient encore qu'elle peut gagner ou parce qu'ils y ont intérêt, cette folie-là peut en fait être pour l'Europe vraiment comme une corde autour de son cou, quoi, et autour de la viabilité même de notre monnaie, l'euro. On en pense qu'on en veut, enfin elle est là, monnaie commune, et bien sûr
voilà, on ne peut pas imaginer ça si on est un tout petit peu sérieux. Le problème, c'est qu'on vit un peu dans des livres de contes pour enfants, voilà. Au sein, naturellement, du Parlement européen, à part quelques courageux, et bien sûr de la Commission européenne. Donc, voilà, panique totale, parce que de toute façon, il n'y a plus d'argent. Hein, le mécanisme Ukraine, vous savez, qui servait à donner de l'argent, je crois qu'il n'y a même pas 20 milliards dessus encore. Ça veut dire que dans quelques mois, l'Ukraine n'aura plus rien, pas seulement pour faire la guerre, mais pour payer ses fonctionnaires, pour payer les administrations, pour payer beaucoup de choses, pour survivre. Et donc, on est là dans une situation délicate. Alors, ça me permet de revenir à cette question quand même du scandale de corruption qui vient d'éclater autour de Volodymyr Zelensky et qui fait que non seulement il se dit, parce que ça a éclaté et donc il a hâté une espèce de séance soi-disant de négociations à Istanbul avec des Russes, les Russes qui ont dit qu'ils ne viendraient pas parce qu'ils ne voyaient pas très bien ce qu'il y avait à discuter. Et en tout cas, il y avait son ministre de la Défense, Umerov, qui devait y aller. Et en fait, il se dit qu'il aurait pu en fait quitter l'Ukraine. Alors ça, je n'en sais rien, mais c'est ce qui se dit. Et Witkoff, l'envoyé américain, parce qu'il y a toujours les Américains là, aurait en fait annulé une rencontre avec Yermak, le conseiller, si vous voulez, très proche de Zelensky, après ces rumeurs, parce qu'il s'est dit, oula, je vais être embringué dans une affaire, on va m'accuser finalement de couvrir les manœuvres de Zelensky pour échapper au scandale de corruption gigantesque qui est en train de rattraper le président ukrainien. Vous me direz, ça n'est pas vraiment surprenant pour sans doute beaucoup d'entre vous qui suivent quand même les affaires d'un peu plus près que nous, journalistes bon teint et mainstream. On sait très bien, moi j'ai vu ça dans les Balkans dans les années 90, toute guerre engendre des réseaux de blanchiment d'argent, de siphonnage d'aide, de commerce dans tous les sens, et de commissions, et de rétro-commissions, et de rétro-rétro-commissions considérables. Mais là, en Ukraine, ça a pris des proportions énormes, si vous voulez. Et donc, il faut quand même en parler. Il faut quand même en parler parce qu'on a un peu l'impression, si vous voulez, que notre Churchill ukrainien, n'est-ce pas, est en train de perdre sa couronne, son cheval et ce qui lui reste, et est en train d'être rattrapé par les malversations qu'il a couvertes ou auxquelles il a participé. Alors, comment c'est arrivé et surtout, qui est à l'origine de ce scandale qui sort d'un seul coup, alors que tout le monde sait qu'il y a une corruption énorme en Ukraine. Bon, il se disait à un moment donné que plus d'un tiers, et à mon avis plus, des armes, mais ça c'était il y a déjà 2 ans, livrées à l'Ukraine, se retrouvaient partout ailleurs dans le monde. Hein. Bon. Donc, alors, que se passe-t-il? En fait, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois, Zelensky avait essayé de remettre sous son contrôle les 2 agences, si vous voulez, ukrainiennes anti-corruption qui avaient été mises en place par les Américains, en tout cas sous contrôle et sous influence américaine, sachant que l'influence américaine, ça peut servir à couvrir des malversations dont profitent certains aux États-Unis, mais ça peut aussi servir à tenir éventuellement les gens que l'on fait agir, c'est-à-dire en l'espèce le gouvernement ukrainien. Bref, Zelensky avait essayé de les mettre sous son contrôle, ça n'a pas marché, il a finalement dit qu'elle pourrait opérer librement, et en fait, il y a eu un raid dans la maison d'un de ses conseillers, amis d'enfance et homme lige, qui s'appelle Timur Mindiksel, mais qu'on appelle Minditch. Donc une sorte de palais, là, enfin de grande maison, a été perquisitionné. On y a trouvé des toilettes en or massif et autres éléments de bon goût. Mais enfin, bon, Minditch, c'est donc l'ami d'enfance de Zelensky, c'est un peu son porteur de valise.
Alors, il est en fuite. Hein, il est en fuite, comme ça c'est bien, c'est pratique. Il a manifestement été prévenu plusieurs heures avant qu'il allait y avoir un raid chez lui. Prévenu par qui? Prévenu comment? Est-ce qu'il a donné des informations en échange du fait de pouvoir s'enfuir? Est-ce que... On ne sait pas. 100 millions d'euros ou de dollars de commission, c'est une paille, à mon avis, par rapport à l'ampleur des malversations et de la corruption en Ukraine à propos de la guerre, si vous voulez. Le ministre de la Justice, le ministre de l'Énergie ont démissionné, mais enfin, bon, d'accord, peut-être c'est pas très grave, hein, juste démissionner. En tout cas, le premier cercle de Zelensky est mis en cause, clairement et publiquement. On se rend compte qu'il y a un échafaudage, il y a une tour terrifiante en fait de corruption et de malversation. Il tombe de son piédestal et surtout, c'est l'image qui est terrible parce qu'elle est déjà mise à mal, bien sûr, par les mobilisations forcées, par les échecs militaires, par tout un tas de choses. Voilà. Mais là, au moment où l'Ukraine va si mal au plan militaire, si vous voulez, voir qu'il y en a, il y a toute une clique autour du régime ukrainien qui se gave, pour parler vulgairement, depuis des années sur le dos du peuple ukrainien qui, lui, va mourir pour rien au front, et aux dépens des fonds européens et sans doute aussi américains, évidemment, c'est embêtant. Alors, pourquoi est-ce que ça a lieu maintenant? Il faut toujours se poser la question. Et qui est derrière ce scandale, si vous voulez? Bon, moi, j'ai tendance à penser que c'est quand même les Américains qui sont en train de mettre Zelensky sur la sellette et de le fragiliser en le mettant au cœur d'un compromat, hein, comme on dit dans ces régions, c'est-à-dire de montrer dans quelle mesure il est compromis, il n'est pas du tout le héros qui fait la guerre. Bon. Pourquoi? Parce que, bien sûr, ça le fragilise, et on sait que tant qu'il continue à avoir des positions jusqu'au boutiste comme celle qu'il tient, et qu'il tient aussi renforcé qu'il est par notamment les services secrets ukrainiens et les gens qui contrôlent les services secrets ukrainiens, eh bien, il ne peut pas y avoir de paix, il ne peut pas y avoir d'accord de paix. Il faut pouvoir lui forcer la main, en fait, c'est ça. Et moi, je pense qu'on est en train de le fragiliser considérablement, à dessein, pour pouvoir, le moment venu, lui dire, écoute, si tu ne veux pas que ça t'éclabousse totalement, parce qu'on sait aussi qu'il a accumulé un capital propre colossal au gré de ces années-là, évidemment, puisqu'il a été mis en place pour faire cette guerre, donc il n'a pas été mis en place contre rien, eh bien, il va falloir que tu mettes de l'eau dans ton vin, et en tout cas que tu ailles vers un accord que l'on jugera acceptable ou supportable. Sauf si, bien sûr, on va vers la guerre, la Troisième Guerre mondiale, et dans ce cas-là, tout ce que je raconte est sans objet, parce qu'on est encore plus fou que je ne pense. Bon. Ce n'est pas totalement impossible. Bon. Donc, en tout cas, ça sent le sapin pour Zelensky, si j'ose dire. Même Yulia Tymoshenko, la première ministre, vous savez, du début des années 2000, de la première révolution orange, qui était elle-même impliquée dans pas mal d'affaires de corruption, a dit récemment que vraiment l'Ukraine était devenue une colonie, et c'était une colonie qui n'était même plus franchisée, c'est-à-dire qui était plus liée à ceux qui la détenaient, la faisaient agir. Alors les Américains, qui cherchent peut-être à faire du damage control, à contrôler les dégâts qu'ils pourraient eux-mêmes endurer, qu'ils pourraient les mouiller eux-mêmes dans ces affaires de corruption, ont envoyé l'excellent Mike Pompeo comme conseiller dans une société qui s'appelle Firepoint. Et en fait, Firepoint, c'était une société qui est bien sûr en lien avec Minditch, et
et avec l'agence Quartal, qui était une autre société de Mindich, qui était la société de Mindich, qui était une société de production de films, et grâce à laquelle, notamment, il y avait eu cette fameuse série Serviteurs du peuple, qui avait mis politiquement l'acteur Zelensky en selle. Et donc Firepoint est devenu, quand même, au gré de la guerre, c'est extraordinaire comme on peut changer d'objet, d'activité, n'est-ce pas? C'était une agence de casting, hein, voilà. Et c'est devenu un producteur d'armement, c'est intéressant, un fabricant d'armes, notamment des fameux missiles qu'on appelle les missiles flamants roses, les Flamingo. Bon, donc si vous voulez, là est en train d'être démonté tout l'échafaudage de corruption, de blanchiment, de commission, de tout, de détournement, mais à grande échelle, de l'argent des Européens et probablement des Américains. Et donc on a mis Mike Pompeo. Mike Pompeo, ce n'est pas n'importe qui, c'est un Américain bien sûr, il a été secrétaire d'État et il a été aussi patron de la CIA. Donc c'est, voilà, enfin je ne suis pas sûre que ce soit, c'est soi-disant pour avoir un œil, n'est-ce pas, sur ce qui se passe dans toutes ces affaires. Je ne sais pas quelle est sa mission véritable. Je n'en mettrai pas ma main au feu que c'est particulièrement clean. Voilà, donc je pense que tout ça, c'est fait pour fragiliser le Zelensky et pour faire en sorte qu'au moment où Washington le décidera, que ce soit d'ailleurs Trump qui arrive à échapper à la gangue néoconservatrice qui l'étouffe, ou que ce soit les néocons eux-mêmes, donc on verra ce qui sera décidé à un moment donné à Washington, mais à un moment donné, peut-être, eh bien, il faudra débrancher Zelensky, tout simplement. Voilà. Et ces affaires-là le fragilisent grandement en termes de légitimité, en termes de crédibilité, en fait, vis-à-vis du peuple ukrainien, mais aussi vis-à-vis, même si on est aveugle et si on ne veut rien voir et si on trouve que c'est un homme absolument formidable et héroïque, ça le fragilise quand même, aussi probablement vis-à-vis d'un certain nombre de décideurs en Europe et ailleurs. Donc, voilà, il faudra... Et je pense qu'il y a d'ailleurs aussi autour de lui des gens qui commencent à sentir aussi la fin du jeu, le game over, et qui sont en train de se retourner et peut-être d'ailleurs de le lâcher, tout simplement, pour aller servir le maître. Hein. Voilà, le bon Dieu plutôt que ses saints, n'est-ce pas? Et donc, plutôt que de servir une marionnette dont on va bientôt couper les fils, eh bien, il est peut-être jugé utile et souhaitable de se rapprocher de ceux qui donnent véritablement les ordres en dernière instance. Bon, je vais terminer par l'affaire des Rafales, mais je veux vous dire aussi que dans donc, ce contexte extrêmement boueux, hein, voilà, il y a quelque chose d'assez rafraîchissant. C'est presque enfantin tellement c'est énorme. Il y a eu un article dans la presse britannique, dans le Financial Times, qui a fait état d'une tentative par les Britanniques à l'insu de leurs alliés, c'est-à-dire européens, hein, parce que je pense que les Américains étaient peut-être au courant, tentative d'établir un canal de communication direct avec la Russie, mais évidemment, ça n'a pas abouti à grand-chose. Le Peskov, donc le porte-parole du Kremlin, a confirmé que Londres voulait avoir un dialogue avec les Russes, mais que ça n'avait aucun sens, évidemment, à ce stade, parce qu'ils avaient déjà tellement de choses enfin, tellement de boue à balayer, de poussière à balayer sous leurs portes, qu'ils devraient d'abord répondre de leurs crimes contre l'humanité. Alors, ça, je ne sais pas à quoi il fait référence exactement. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'une fois encore, les Britanniques
travaille sur plusieurs canaux, pour le dire joliment, c'est-à-dire travaille dans notre dos, cherchent à aménager leurs intérêts propres, et ça a provoqué évidemment un tollé en Europe continentale, parce que, évidemment, tous ceux qui participent au projet Ukraine, n'est-ce pas, considèrent que les Britanniques mènent des négociations séparées avec leur ennemi commun. Bon, c'est très courant hein, pour les Anglais de faire ça. Ils ont l'intrigue, le sens de l'intrigue, comme d'ailleurs le sens du renseignement et des opérations tordues chevillées au corps. Ça a été le cas pendant la Grande Guerre, ça a été le cas, on soupçonnait même effectivement Churchill de discuter avec Hitler. De toute façon, ce qui est vrai, c'est que tous les faucons européens, et en tête la France, peuvent très bien être trahis le moment venu. Ils l'ont été d'ailleurs par les États-Unis, puisqu'il y a eu donc Trump revenant au pouvoir et lançant le sommet d'Anchorage en Alaska contre l'Europe, et on se souvient combien les Européens étaient choqués, frustrés, furieux, malheureux, etc. Et qu'ils ont essayé finalement de se mettre comme un gros caillou dans la chaussure de Trump faiseur de paix, n'est-ce pas ? Et puis surtout, bon, les Américains ont fait ça, mais ils ont fait ça de manière ouverte. Hein. C'est Trump qui a dit qu'il voulait reprendre un dialogue avec Washington, ce qui est évident. Non, pardon. Il a juste dit, Trump, qu'il voulait reprendre le dialogue avec Moscou. De toute façon, quoi qu'il en soit, le moment venu, Londres s'alignera de nouveau sur Washington. Et si Washington décide qu'il faut faire une forme de paix avec la Russie, eh bien Londres acquiescera. Bon. Donc, en tout cas, ils ont choisi un négociateur sérieux qui s'appelle Jonathan Powell, qui est conseiller du gouvernement en matière de sécurité nationale, qui avait déjà réglé un certain nombre de choses en Irlande du Nord. Enfin bon, c'est pas un bleu, si vous voulez. Mais de toute façon, parce qu'il y a aussi des faucons, des sacrés faucons britanniques anti-russes forcenés, n'ont pas vraiment d'inquiétude à se faire, parce que les Britanniques, pour mener ce type de second track ou de third track policy, n'est-ce pas, la troisième voie, troisième canal, il faut évidemment avoir quelque chose à offrir, quelque chose à dire, autre chose en tout cas que les positions complètement ridicules de la Grande-Bretagne vis-à-vis de la Russie. Le narratif actuel, c'est toujours le même. Nous, il n'y a rien à négocier avec Poutine, il doit rendre les territoires, il doit faire ci, il doit faire ça. Nous n'arrivons pas militairement, évidemment, à pouvoir répondre à Moscou. Mais bon, simplement, ils ont quand même essayé d'ouvrir un canal et de dire ce qu'ils avaient à dire à Moscou. Bon. Enfin, jusqu'à présent, il y a eu un seul entretien avec l'assistant, avec le conseiller politique Yuri Ushakov, le conseiller politique de Vladimir Poutine, et ça n'a rien donné. Voilà. Bon. Ce qui n'est pas étonnant. Peskov a déclaré au cours de ce contact, il a dû voir aussi Powell, mon interlocuteur a manifesté un vif désir d'exposer la position des Européens, mais il n'avait aucune intention ni aucune envie d'écouter notre position. Dans l'impossibilité d'échanger nos points de vue, le dialogue n'a pas abouti. Bref, donc, et la position de Londres, c'est pas un scoop, elle est connue, voilà, c'est une position où en fait on s'imagine que la Russie est bien sûr coupable de tout, depuis toujours d'ailleurs, hein, depuis le 19e siècle, à vrai dire, et qu'elle n'a qu'à faire ce qu'on exige d'elle. Voilà. Donc, en tout cas, c'est amusant de voir que les Britanniques, qui nous font des mamours, qui
qui laisse penser qu'ils reviennent un peu dans l'Europe pour aider les Européens face aux Russes, etc., etc. Ils jouent quand même toujours leurs cartes à eux. Bon, donc, dernier point, et après je vous quitte, mais c'est celui sur lequel il y a le plus d'informations publiques, donc il n'y a pas vraiment, il n'y a pas énormément de choses à dire. Donc, Zelensky et le président Macron ont signé une lettre d'intention le 17 novembre, là, lundi. Ils ont dit, la France a exprimé ou l'Ukraine a exprimé peut-être son intention d'acheter 100 Rafales. Rafale, c'est presque 100 millions d'euros, donc ça fait un petit 10 milliards. Hein, voilà. Très bien, je ne savais pas que l'Ukraine était riche. En fait, elle n'a plus un rond, elle est complètement en faillite. Elle ne vit que sous perfusion européenne, de moins en moins américaine et surtout européenne. Donc en fait, ça veut dire que c'est nous qui allons payer ces avions d'une manière ou d'une autre, que ce soit via l'Europe ou peut-être via nous, hein, on en est bien capable, pour aller les donner à l'Ukraine. Évidemment, ça va prendre des années. Hein, on ne construit pas des Rafales comme des petits pains. Déjà, les ateliers de Dassault sont à marche forcée parce que le Rafale est un avion extraordinaire et il a beaucoup de clients, il y a beaucoup de commanditaires, n'est-ce pas? Donc les Indiens, les Indonésiens, les Émirats, enfin bon, voilà, je crois qu'il y en a déjà... je ne sais plus, il y a plus de 200 commandes ou 230 commandes, si ma mémoire est bonne, en attente. Et puis il y a aussi quand même, accessoirement, l'armée de l'air et probablement un peu la marine, l'aéronavale, qui attendent une cinquantaine d'appareils. Donc bref, si vous voulez, promettre dans une lettre d'intention qu'on va acheter 100 Rafales ou promettre qu'on va vendre 100 Rafales à l'Ukraine, c'est bien, ça mange pas trop de pain, c'est une belle posture, comment dirais-je, martiale, présidentielle, d'un côté comme de l'autre, mais il y a aussi d'ailleurs des systèmes SMP de défense antiaérienne. Bon, mais enfin tout ça, c'est de la musique d'avenir, hein, comme on dit chez moi. Alors, Zelensky a dit oui, mais on peut faire des chaînes de production en Ukraine. Ben oui, bien sûr, oui, on peut mettre en danger notre avionneur national, on peut perdre notre technologie, on peut faire même des transferts de technologie, voyons, hein, pourquoi pas à l'Ukraine, c'est une bonne idée. On va continuer on peut imaginer ce genre de folie, bien sûr. J'espère que chez Dassault... ils comprendront que ça n'est pas de leur intérêt. Mais évidemment, tout ça, c'est dans le contexte. Voilà, la guerre va arriver. Les grands chefs allemands et polonais militaires nous expliquent que c'est pour dans quelques années. Le nôtre aussi, hein, notre SEMA aussi, comme je vous l'ai dit. En tout cas, la France est en train de devenir, si j'ose cette comparaison, la tête de gondole de l'antirussisme européen, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que le jour où il y aura un accord, le jour où les Américains nous lâcheront vraiment et les Britanniques avec, eh bien nous allons ramer comme des grands malades pour essayer de rétablir un dialogue, parce qu'on prend vraiment la tête de la croisade anti-russe. Ça me semble extrêmement dommageable pour nos intérêts nationaux, mais bon, voilà, on va encore expliquer que je suis poutinophile, poutinomane, poutino, je sais pas quoi. Voilà, je pense que on est vraiment à contre-temps, comme d'habitude, de nos intérêts, parce qu'il y a un moment donné où ça va refroidir dans les têtes, enfin j'espère, parce que sinon on est tous perdus. Et là, ça va être très, très, très compliqué vis-à-vis de la Russie, après avoir dit que nous étions son principal adversaire et que nous étions aussi sa principale cible, ce que les Russes s'époumonnent à nous dire que ce n'est pas vrai, évidemment que ce n'est pas vrai. En tout cas, on est en train de préparer les Européens à un nouvel endettement massif, et les Français aussi. Voilà. Donc...
tout ça est très triste et très inquiétant. Voilà, je vous quitte. J'ai évidemment été aussi longue que d'habitude, même plus. Désolée, mais je voulais vous parler de tout ça et après tout, on ne se voit qu'une fois par semaine. Je vous remercie de liker, de partager bien sûr cette émission, de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait, je ne l'ai pas rappelé, de nous soutenir via Tipeee et de devenir membre du Cercle des Amis de Paix et Guerre. Il y aura une nouvelle clé du monde ce vendredi à 18 h. Merci chers amis et bonne soirée. Au revoir.